Mon nom est Maxime Laporte. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du RRQ, du Comité souverainiste du CAM et des JPQ. Aujourd'hui, c'est une conférence qui traite de McGill et de la question du développement aberrant de 2 méga-CHU et du développement du MUHC à Montréal. Et puis, ça va nous amener à prendre conscience de ces conneries-là qui sont en train de se faire. Et pour l'occasion, on a invité l'historien, écrivain, activiste René Boulanger, qui va nous parler plus particulièrement de ce dossier-là. Et bien sûr, le cinéaste et polémiste Pierre Falardeau, qui va venir nous parler un peu d'histoire. On lui donne un peu carte blanche. Donc j'espère que vous allez bien aimer ça. Bonne rencontre. Bonjour. Bon, évidemment, comme Maxime vous a présenté, moi je suis membre du journal Le Québécois. Puis maintenant, on a une organisation qui s'appelle le Réseau de résistance du Québécois. Mais ça fait déjà depuis 1995, je voudrais saluer les jeunes patriotes du Québec. Moi, je dis que depuis 1995, la lutte nationale, elle n'a pas avancé d'un poil. Alors, je remercie ces jeunes-là qui ont gardé le fort, qui ont gardé la flamme pendant toutes ces années-là. Puis, pour introduire la question du fameux centre hospitalier McGill, le méga-CHU McGill. Faut que je me recule? OK. D'accord. On a toujours l'impression que c'est des questions bien techniques. Ça regarde juste les gens de la santé. Ça regarde juste les ministères. Mais quand on regarde ça de proche, il y a un lien bien direct avec la lutte nationale au Québec. Puis ce lien-là, on peut le faire en 1995, quand que la lutte s'est comme arrêtée. On a oublié quelque chose, c'est que l'anglicisation du continent américain, elle se continue. L'anglicisation du Canada anglais, elle se continue. Puis l'anglicisation du Québec, elle se continue. Puis ça se manifeste malgré la loi 101. Je veux dire, il n'y a aucune loi 101 qui va arrêter ce qu'on appelle des phénomènes structurels. Les phénomènes structurels, c'est qu'on a une société qui a été annexée au Canada anglais, qui est une société englobante. Puis, je veux dire, la classe dominante, je veux dire, la grande bourgeoisie canadienne-anglaise, ici, elle a une importante faction à Montréal qu'on appelle la bourgeoisie WASP. C'est-à-dire les descendants des McGill, des Molson, les Bronfman, toutes les grandes familles qui contrôlent le Parti libéral du Canada, sont installées ici à Montréal, dans leur château fort de Westmont. Puis, depuis 1976 ou 70, bon, ils ont toujours été un peu sur la défensive, puis je veux dire, la progression, on pourrait dire, de ce pouvoir-là, elle a été freinée au fil des décennies. Mais si on arrête la lutte nationale, si on arrête même de voir l'importance que ce pouvoir-là a sur notre vie, mais on ne se rend pas compte. C'est actuellement, Montréal est en train de s'angliciser, non parce qu'il y a un afflux d'immigrants, mais c'est parce que les institutions anglophones à Montréal, là, elles se développent, là, il y a une explosion tous azimuts des institutions anglophones. Alors, tu as l'Université Concordia qui vient de s'agrandir dans les locaux de la maison mère des Sorguises de Montréal. Tu as le Collège Dawson qui s'est agrandi dans les locaux de la maison mère de la Congrégation de Notre-Dame. Ça, c'est hautement symbolique. Puis là, maintenant, McGill, eux autres, c'est une explosion aussi. Alors, le fait qu'ils veulent mettre sur pied ce méga centre hospitalier, c'est pas, au début, ça devait être juste pour regrouper, ils allaient fermer tous leurs hôpitaux, ceux qui font partie du réseau McGill, puis les regrouper en un seul endroit. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas ça du tout. Le Montreal General Hospital, ils vont le maintenir, ils vont agrandir sa surface de 30%, et en plus, ils vont faire cette nouvelle implantation-là dans l'ouest de Montréal. Fait que l'ouest de Montréal, là, ça va devenir une forteresse anglophone, puis aucune loi 101 qui va pouvoir contrer ce phénomène-là. Alors donc, c'est la colonisation qui continue. C'est simplement un phénomène de colonisation parce que ces institutions-là, ils vont être payés par Jean-Baptiste le Québécois pour créer les conditions de l'explosion de cette communauté-là à Montréal. Fait que Montréal, là, ceux qui pensent que la période bilingue qu'on est en train de vivre, c'est merveilleux parce que c'est le développement de la culture, des multiples nationalités, c'est pas ça du tout. Montréal est en train de redevenir ce qu'il était au 19e siècle, c'est-à-dire une ville anglophone, avec des territoires francophones, puis avec des implantations anglophones un peu partout. Donc, ça ressemble beaucoup à la Cisjordanie, si vous voulez. Là. Montréal, là,
il y a un moment qui est celui d'aujourd'hui où on a des choix à faire. Puis ce choix-là, c'est est-ce que Montréal va devenir une ville française ou une ville anglaise sous étiquette bilingue? Fait que ça, la question du McGill Center, on l'a abordé de toutes les façons, la question économique, la question sociale, parce qu'effectivement, c'est une injustice envers les régions. Mais il n'y a aucune raison au Québec que ce qu'on appelle la médecine de pointe ne soit pas entre les mains, je veux dire, des indigènes québécois. Puis les indigènes québécois, c'est l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, puis l'UQAM. L'UQAM, elle n'a pas de faculté de médecine. Là, on va développer un méga centre hospitalier pour les étudiants de McGill. Alors, les étudiants de McGill, il faut quand même que je dise un petit mot là-dessus. Quand ils ont terminé leurs études, 50% des étudiants de McGill, ils s'en vont à l'extérieur du Québec. Alors, tout l'argent qu'on va mettre pour ce méga projet-là, je veux dire, c'est absolument inutile. Autrement dit, les besoins de McGill et les besoins de Québec sont complètement discordants dans cette question-là. Parce que s'il y avait une faculté de médecine à l'UQAM, qu'on lui donnait les quotas d'étudiants en médecine que McGill a, la plupart de ces étudiants-là, ils resteraient au Québec. Puis je vais vous donner un autre exemple. Quand l'UQAM a été fondée, il n'était pas question que l'UQAM ait une société, je veux dire, enseigne le génie civil. Alors par contre, ils ont réussi, grâce à l'école des technologies supérieures, à former des ingénieurs, puis maintenant ils sont hautement reconnus. Alors donc, il n'y a aucune raison qu'on laisse ça à McGill, la formation médicale. Eux, ils développent des méga projets. Ils vont coloniser l'ouest de Montréal tout à fait définitivement. Puis pendant ce temps-là, les besoins du Québec, eux autres, ils vont plonger. Je veux dire, bon, la médecine en Gaspésie, la médecine en Mauricie, ces projets-là vont absorber toutes les ressources du système de santé pour les prochaines années. Alors ça, c'est quoi ça? C'est juste la poursuite du phénomène colonial. C'est-à-dire que, je veux dire, la bourgeoisie coloniale britannique qui s'est implantée à Montréal, elle a sucé toutes les ressources du Québec dans une phase commerçante. Puis là, maintenant, ben, elle va les sucer dans une phase, on pourrait dire, étatique. C'est l'argent des Québécois qui sert à développer, je veux dire, les institutions qui vont nous avaler. C'est ça, en gros, là, le méga projet McGill. Ça, bon, je l'explique sous un angle politique, mais on peut l'expliquer sous un angle économique. Même juste sur l'angle de la santé, c'est une aberration totale. C'est une aberration de mettre sur pied un méga centre qui va coûter 2 milliards pour former des médecins qui, la plupart, vont aller pratiquer à l'étranger. Là, on forme des médecins pour l'Ontario, on forme des médecins pour les États-Unis. C'est des médecins qui sont hautement cotés, ils vont avoir des méga salaires quand ils vont arriver dans les hôpitaux américains. Mais le but, je veux dire, de la médecine, c'est de soigner des malades. Bon. Puis ils ne sont pas soignés, les malades en Gaspésie, puis ils ne sont pas soignés en Outaouais, puis en Abitibi. Il y a une carence de médecins un peu partout au Québec. Puis là, je veux dire, on n'ose pas parler de cette question-là, parce que, soi-disant, c'est une question, écoutez, c'est intolérant, on ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que, dans le fond, qu'est-ce que c'est, ce système-là? C'est un système de ségrégation. Aux États-Unis, tu avais des écoles pour les Noirs, tu avais des écoles pour les Blancs. Quand ils ont mis fin à la ségrégation, ils ont dit c'est la même école pour tout le monde. Alors, on a des écoles et des institutions pour la race supérieure, puis on a des écoles et des institutions pour les indigènes. Puis l'UQAM, c'est pour les indigènes. Il n'y a aucune raison là, que ce système de ségrégation-là se poursuive. La seule raison, c'est parce qu'on a décidé que c'était ça. Mais quand on avait des aberrations comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il faut sortir l'argent de sa poche, on a le droit de se poser la question, est-ce que je vais encore donner de l'argent pour entretenir un système qui est au détriment des besoins du Québec? Parce que si c'est un système privé, ça va, parce que McGill, ils ont une réserve, en tout cas, le cas va rien comparable à ça, ils ont une réserve de 900 millions dans leur fonds, je ne sais pas, Maxime, comment on l'appelle ce fonds-là, mais c'est un fonds de dotation. Alors, ils ont une réserve de 900 millions de dollars. Ils pourraient la payer tout seuls, cette institution-là. C'est ça. Alors, donc, c'est nous qui allons payer ça. Alors, donc, la raison pourquoi on avait fini Pierre, ben, on prendra les questions à la fin, si vous voulez. Bon, je vais répondre à cette question-là.
Ça fait partie du mystère, on parle toujours du mystère de Québec, mais il y a le mystère montréalais aussi. Moi, je ne peux pas répondre pour le Parti québécois actuellement. Il y a Joseph Facal qui s'est prononcé dernièrement dans le Journal de Montréal, mais c'est le seul. Puis on n'a pas de raison définitive et officielle par rapport à cette question. Alors, si vous voulez, moi, j'aimerais ça que Pierre Falardeau, il vient de faire son petit bout, là. Alors, on pourra peut-être répondre aux questions à la fin. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu gêné parce que j'ai vu en arrivant, c'est marqué « Conférence de Pierre Falardeau ». Alors que c'est l'inverse, c'est une conférence de René Boulanger. Moi, je suis juste son helper. Puis des fois, moi, avant qu'il me parle de ça, je comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Puis je pense que je peux répondre à ta question, parce que moi, quand les gens me parlaient de ça, d'être contre le CHUM de McGill, des fois, il y a des côtés, hein, tu te dis, oui, mais là, on est-tu en train de tomber dans le racisme? Mais quand tu écoutes son discours, c'est pas si fou que ça, il me semble. C'est pas raciste 2 secondes. C'est politique, c'est très... Fait que je pense que moi aussi, j'avais un peu ce feeling-là quand j'entendais parler contre le CHUM. Mais bon, moi, j'aime beaucoup René Boulanger, je le trouve très intelligent. Ça fait que quand il m'a demandé de venir lui donner un coup de main, je me sens le devoir de venir. Lui, tout ce qu'il voulait que... Je pense parce qu'il sait que... je me suis un peu intéressé à l'histoire. Puis, moi, il y a des fois dans l'histoire du colonialisme au Québec, il y a des affaires qui m'enragent, qui me mettent noir, Puis moi, des fois, le monde de McGill, je le prends pas. Moi, quand je vois un gars qui a une côte de McGill rouge, j'ai le goût de juste crisser mon pied dans le cul. C'est le seul goût que j'ai. Parce que ce que j'ai lu sur comment ça s'est passé, moi, je trouve ça effrayant. Puis moi, me faire voler, puis faire rire de moi, puis me faire cracher dessus, moi, je suis plus capable, je deviens pas fin, mais il me semble que je suis pas anormal, moi, je suis pas un enragé, moi, je suis juste quelqu'un de bien ordinaire. Bon, ça fait que l'autre jour, pour préparer la conférence de mon ami Boulanger, des fois, je suis souvent obligé de retourner dans mes notes puis de recommencer parce que j'oublie à chaque fois, je commence à être vieux. Moi, c'est ça, à l'université, quand j'étais à l'université, j'ai appris 2-3 affaires. Le reste du temps, je regardais dehors, je m'ennuyais. Mais j'ai appris que pour comprendre les choses, il faut que tu ailles voir dans le temps. Donc, que tu fasses de l'histoire, puis que tu fasses aussi de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est-à-dire que tu compares ta société à d'autres sociétés. La seule façon de comprendre, c'est l'axe du temps puis l'axe de l'espace. Puis, c'est l'année passée, je pense que j'étais allé marcher en Écosse, et puis on est arrêté à Oxford. Je marchais sur la rue à Oxford, là, je me suis retrouvé... Il y avait une statue de Sir Cecil Rhodes, le gars qui a fondé la Rhodésie. Il y a sa statue en plein milieu de la place, puis je me disais, mais je connais ça, moi, c'est Rhodes. Quand j'allais à l'université, il y avait les bourses Rhodes. Tu pouvais être un étudiant, gagner une bourse en étudiant en Angleterre. Mais là, je pense que je venais de lire un livre sur la colonisation de l'Afrique. Puis tu t'aperçois que Cecil Rhodes, c'est une espèce de bâtard, une espèce de chien sale, de baveux, de colonialiste britannique. Ils ont exploité le monde en Afrique comme des ordures. Puis c'est avec l'argent volé aux Africains, avec la sueur des Africains, avec leur sang, qu'ils ont construit leur calice d'université en Angleterre. Mais ici, c'est pareil. C'est pareil.
quand tu fouilles, alors c'est ça pour... Pour préparer ma jolie conférence, je suis retourné dans... Moi, j'ai quelques livres de chevet, dont History of Canadian Wealth de Gustavus Myers. Malheureusement, ça n'a jamais été traduit en français. Ici, on marche juste avec les livres épais de Durocher et Linteau, c'est à peu près notre gros maximum. Donc, Myers, il a fait, ça s'appelle History of Canadian Wealth, l'histoire de la richesse au Canada. Puis il a fait aussi, Myers, l'histoire de la richesse aux États-Unis. Il a fait les deux pays. Puis lui, Myers, il dit toujours l'histoire de la richesse aux États-Unis, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais il dit, au Canada, c'est 1000 fois pire. C'est encore plus sale que celle des États-Unis. Alors, ça, c'est un des livres dans lequel je retourne souvent. Et puis l'autre affaire, c'est tout bêtement le dictionnaire biographique du Canada. Alors, je suis allé à McGill, parce que je me suis aperçu qu'il y a 2-3 McGill. Il y en a un qui est particulièrement chien, mais c'est malheureusement pas lui qui a fondé l'université McGill. Donc, des fois, j'haïs ça quand j'avais une bonne idée, mais le réel me dit que j'ai tort. Donc, celui qui a fondé l'université McGill, c'est James McGill. Mais quand même, ça recoupe pas mal celle de Peter McGill, en tout cas en termes d'histoire. C'est un peu la même histoire. James McGill, il arrive ici tout de suite après la conquête. Puis, c'est un trafiquant de fourrure. Il est dans le Beaver Club. C'est un gars proche du temps des bouffons. Et c'est un gars qui fait fortune dans la fourrure. C'était l'homme, à l'époque, c'était l'homme le plus riche de Montréal. Dans les années 1800. Donc, en 1776, il se marie avec Charlotte Trottier-Desrivières, née Guillemin. Ça veut dire que, ça c'est un autre exemple de comment ça s'est passé, c'est que la bourgeoisie commerciale britannique qui mariait comme des riches français de l'époque. Les bourgeoisies, ils n'ont pas de problème, hein, ils s'entendent très bien rapidement. En tout cas, ce bonhomme-là, qui fait fortune dans la fourrure, ses amis, ce sont des gens comme Todd, Benjamin et Frobisher, les plus importants actionnaires de la Northwest, comme la compagnie du Nord-Ouest. Puis ils commencent à faire de la spéculation foncière dans les années 1800. Ces gens-là qui étaient dans la business de l'époque, c'est le fun, ils étaient dans tout. Ils siégeaient comme au conseil législatif, comme députés, puis ils siégeaient au conseil exécutif. Puis tous ces gens-là se sont séparés entre eux le domaine public. Toutes les terres qui restaient, qui n'appartenaient pas aux seigneuries, c'est-à-dire où les familles québécoises pouvaient s'établir, ils ont toutes été donnés, ils se les ont donnés entre eux. Un gars comme McGill, il a obtenu, entre autres choses, 32 400 acres de terre dans Stanbridge, plus 10 000 acres de terre dans Hunterstown, je ne sais pas. Stanbridge, c'est à peu près où c'est. Quand on laisse Hunterstown, je ne sais pas où est-ce que c'est. Mais ces gens-là se donnaient à eux des milliers d'acres de terre au moment où les Québécois étaient obligés de quitter et s'installer, aller travailler dans les usines du Vermont parce qu'on n'avait pas de terre. Juste en passant, il y a une petite liste ici de comment les gens qui siégeaient au gouvernement se donnaient des terres. Tu sais, il y a Simon McTavish,
Lui a reçu 11 550 acres. William McGillivray, 11 500 acres. La famille Ellis, 25 592 acres. Plus un autre, 3 819. Lord Drummond a donné à John Richardson 29 800 acres dans Grantham et 11 500 à l'honorable Thomas Dunn à Stukely. Frobisher, un autre chum à McGill, il a eu juste un 57 000 acres. Et ainsi de suite. Tu as des 38 000 acres, 35 000 acres, 10 000 acres, 24 000 acres. Tout ça donné entre eux. Ils se donnaient des postes de politiciens, des postes de juges, ils se donnaient des terres. Alors c'est là-dessus. Puis McGill, quand il est vers la fin de sa vie, il a donné sa maison de Montréal et son terrain de Montréal pour faire l'université McGill. Donc ça, McGill, ça naît directement du vol de notre travail. Moi, je ne l'apprends pas. Y a-tu de l'eau ou quelque chose? Sinon, moi, je dois me râper la lampe. Bon, ça, c'est pour... Alors, McGill, ça obtient sa charte en 1829, et puis les cours commencent en 1821, puis les cours commencent en 1829. Là, maintenant, Peter McGill. Peter McGill est encore plus beau parce que lui, il est plus sale encore que James. Merci. On va vous le payer. Alors, Peter McGill, son vrai nom, c'est Peter McCutcheon. Lui, il est né en Écosse en 1789, il arrive à Montréal en 1809. Un de ses oncles, c'est John McGill, le frère de James. Puis c'est pour ça, John McGill, il trouve des jobs, puis vers la fin de sa vie, il refile sa fortune, puis c'est pour ça que Peter McCutcheon devient Peter McGill. Il hérite de son oncle en 1834. On est proche des patriotes, on est dans une période bien spéciale. Alors, ce Peter McGill, il arrive ici, puis il est aidé par John McGill dans les grandes sociétés commerciales de l'époque. Il travaille entre autres avec les frères Price de Québec. Les autres, ils sont déjà plus dans la fourrure, ils sont dans la phase suivante de l'exploitation, c'est-à-dire le bois. Okay? Et puis ces gens-là siègent, entre autres choses, au conseil d'administration de la Bank of Montreal. Là aussi, il faut comprendre la Bank of Montreal, ça aussi, c'est une autre grande institution fondée avec le sang et la sueur de nos ancêtres. Ça vient c'est tirer des profits de la fourrure et du bois. Et à la Bank of Montreal, les autres, c'est Moffat, John Molson, Horatio Gates. Puis là aussi, ces gens-là, lui, comme Peter McGill, les autres aussi, ils siègent dans tous les conseils politiques. Ils sont au conseil législatif, au conseil exécutif. Avant 1840, c'est-à-dire avant l'acte de l'Union, puis après. Ils sont, entre autres choses, lui, il siège au conseil législatif en 1832. Ça, c'est encore plus fin que... L'autre, il siège au gouvernement, c'est le gouvernement qui donne, à ce moment-là, qui a vendu à une patente à gosse qui s'appelle la British American Land Company. British American Land Company, une compagnie anglaise, qui reçoit 1 million d'acres de terre. 1 million d'acres de terre. Donné par le gouvernement, contrôlé par McGill, tout ça. Puis McGill, il est sur le conseil d'administration de British American. Il y a quelques années, il y a une couple d'années, j'étais allé au Brésil avec des gens de développement épais. On est allé rencontrer des travailleurs agricoles qui se battent pour récupérer des terres au Brésil. Du monde fantastique.
des pauvres, mais qui se battent, puis qui veulent, puis des paysans sans terre qui se battent pour avoir des terres. Puis des fois, en jasant avec eux autres, moi, j'ai 200 mots en espagnol, puis eux autres, ils parlent portugais. Mais quand moi, je veux me faire comprendre, je parle pas avec des Esquimaux, j'y arrive. Fait que là, des fois, en les interrogeant, eux autres, ils m'ont fait, je savais déjà ça, mais ils m'ont parlé du problème des latifundia. De quoi? Latifundia. Ouais. En tout cas, c'est le problème de l'Amérique latine. C'est les grands propriétaires terriens qui possèdent des milliers d'acres de terre, puis les paysans, d'autres, ils n'ont rien. Alors, le gars, il me racontait ça. Moi, des fois, je suis de mauvaise foi. Moi, je disais, hey, toi, le tabarnak, viens pas pleurer sur mon épaule avec tes problèmes de possession des terres. Chez nous, 1 million d'acres de terre. Va chier tes petits problèmes. Non, mais, tu sais, rarement, on se dit, ouais, le Québec, c'est des pays développés, riches, alors que le Brésil, c'est des pauvres, des crottés, des tout nus. Ici, tu sais, les systèmes d'exploitation du monde, c'est les mêmes partout, hein? Eux autres fourrés des nègres, des blancs, des jaunes, des verts. Ils n'en ont rien à foutre, c'est fait pour exploiter. Tu sais, quand des insignifiants comme Jacques Godbout disent ils sont fins, ils nous ont laissé notre langue, ils nous ont laissé notre religion, la loi, le code civil français. Mais ils n'en ont rien à crisser. C'est bien tout ce qu'ils nous ont laissé d'ailleurs. Tout le reste, ils l'ont tout volé. Puis ils ont fait ça pareil aux Indes, sans Christ que tu parles le français, le sanskrit, le swahili. Ils n'ont rien à foutre d'abord qu'ils te volent, ils en mettent plein le poche. Alors, ici, ils nous ont des Rouennais qui nous ont volé 1 million d'acres de terre. Ah, ça. Puis cette ordure-là qui siège au Conseil législatif de janvier 32 à mars 38. Ça veut dire que pendant que, en avril 38, quand le gouvernement est suspendu, il y a des pouvoirs, tu sais, le Conseil a des pouvoirs dictatoriaux. C'est quand Durham vient, lui, il est au Conseil spécial. Ces gens-là sont là. Et puis, ce trou du cul a été aussi président de l'Association constitutionnelle. Ça veut dire que c'était là qui faisaient de la politique pour qu'il y ait l'acte d'union depuis bien longtemps. Okay? Donc, c'était des unionistes bien avant. Une dernière petite chose, il était aussi lié à la St. Andrews Society. La St. Andrews Society, c'est probablement une société d'Écossais, mais qui a servi de base au recrutement des volontaires du Doric Club. Et donc, tous ces gens-là, McGill, Molson, toute cette rapace-là, ils ont tiré sur nos ancêtres. Ils ont fait partie des volontaires qui ont brûlé Saint-Eustache, puis Saint-Benoît, puis tout ça. Donc, c'est ça l'université McGill, ça vient de là. Avec, tu sais, quand René dit qu'aujourd'hui c'est juste la colonisation qui se poursuit, je me dis, mais c'est lui qui a raison, il ne nous raconte pas de peur. Puis, tu sais, j'avais lu en quelque part, là, c'est sorti récemment dans le Journal de Montréal, mais tous les Américains qui viennent étudier à McGill, parce qu'au lieu de leur coûter 50 000 $ chez eux, ils viennent ici, ça leur en coûte, je ne sais pas combien, 10 000 ou 8 000. Mais tu sais, c'est avec notre argent, on engraisse ces cochons-là. C'est effrayant. Mais tu sais, en même temps, c'est effrayant, c'est pas plus effrayant que tout le reste. Fait que des fois, pourquoi le PQ n'en parle pas? Je sais pas pourquoi. Mais il parle-tu de quelque chose, en fait? Puis c'est pas... quand je dis ça, moi je peux me permettre de critiquer le PQ, je suis membre du PQ. Moi j'ai le droit parce que ça m'appartient.
Alors, c'était un peu ça. C'était juste, je voulais juste vous transmettre ma rage, mon écœurement de me faire voler. Tu sais, puis quand les gens disent toujours, moi à l'époque, j'aimais beaucoup le Gros Garon. Je trouvais que c'est un des politiciens québécois les plus intéressants, parce qu'il disait toujours, l'indépendance, c'est payant. Il y a une pièce à faire avec ça. C'est pas bête, ça. Tu sais, puis alors qu'on est toujours là, nous autres, on est dans le la belle langue française, l'identité. C'est pas ça, on se fait voler. Ça s'appelle du colonialisme. Ça s'appelle du néocolonialisme. On nage là-dedans depuis toujours. Tu sais, quand j'entends les insignifiants me parler de déséquilibre fiscal, mais tu dis, c'est pas du déséquilibre fiscal. C'est souvent, ils te volent l'argent dans tes poches, puis après ça, ils te tiennent à la gorge, puis ils te font marcher où ils veulent avec ton argent. Ça, c'est pas du déséquilibre fiscal, c'est du vol pur et simple. C'est de l'exploitation au maximum. Déséquilibre fiscal, là, chez nous. Et la seule façon de régler ça, c'est pas de jaser de déséquilibre fiscal, c'est de faire l'indépendance. Et tu leur en donnes plus d'argent, t'as pas de problème à jaser pour la récupérer. C'est exactement... tu sais, en Palestine, c'est les Palestiniens qui ont payé pour le mur. C'est les Palestiniens qui payent pour entretenir l'armée israélienne qui les occupe. Et les autres, ils contrôlent les taxes, puis ils mettent l'argent dans leur poche. Donc c'est les Palestiniens se payent pour leur propre prison. Puis ici, c'est pareil. Puis ceux qui vont faire croire que c'est pas pareil, c'est des trucs. Bon, mais c'est ça. Moi, je vais juste essayer de vous transmettre ma rage et puis pour continuer. Si, quand on est plus jeune, j'ai lu un livre qui s'appelait Les veines ouvertes de l'Amérique latine, d'Eduardo Galeano. Galeano, c'était un jeune journaliste qui avait 27 ans quand il a écrit ça. C'est l'histoire de l'exploitation de l'Amérique latine. C'est fantastique. Puis des fois, tu dis, mais au Québec, qui a écrit là-dessus l'histoire de notre exploitation? Tu sais, il y en a des bouts là-dedans, tu sais, il y en a des petits bouts sur les terres, mais tout le reste, l'histoire de la forêt, l'histoire des mines, l'histoire des chutes, l'histoire de... Tu sais, où ils sont les profs d'université? C'est vrai qu'ils reçoivent de l'argent des chaires de recherche au Canada. Donc on sait très bien qu'est-ce qu'ils ne cherchent pas, les câlisses. Qu'est-ce qu'ils cherchent? T'sais, alors, ça aussi sont engraissés avec nos taxes. Puis ils travaillent. T'sais, on aurait besoin de gens qui creusent, puis qui analysent, puis qui nous permettent de comprendre où c'est qu'ils sont, les estis de bâtards. Excusez-moi. Non, mais juste, je viens de... Enfin, la semaine dernière, j'ai acheté Notre milieu d'Esdras Mainville. Je n'ai pas encore lu, mais c'est une brique grosse comme ça, publiée à la fin de la guerre. Notre milieu. C'est Esdras Mainville, des HEC. Il a réuni une couple de profs. Ils ont dit, bon, on va étudier notre pays, voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, comment on pourrait solutionner les problèmes. Puis il y a écrit Notre milieu. L'année suivante, ils ont fait l'agriculture. Après ça, ils ont fait les forêts, les pêcheries. Tu sais, quand j'entends la gang de bâtards parler de la grande noirceur, nous. Avant nous autres, c'était pas tous des tatas. C'était pas des tatas. Des fois, je me dis, t'es moins nul que nous autres. Nous autres, on est nuls. Collectivement. On est nuls. Mais c'est ça pour vous dire, bon, vous avez lu les Galeano, tout ça, donc tu sais, ça serait fantastique si on pouvait faire la même chose pour ici. T'sais, mais moi, je suis pas historien, moi, câlisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous payés gradeux dans leur bureau.
Mais plus personne. L'histoire du Québec, ça n'intéresse plus personne. L'histoire de la Nouvelle-France, c'est loué d'aller à Toronto. Ici, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire des femmes. Bout de Christ. L'histoire du mouvement anarchiste. L'histoire du mouvement anarchiste. Ça doit être facile, il va être 1,5. Ça va vite. En tout cas, mais moi, je suis dégoûté, je suis profondément dégoûté. Ça voulait vous faire partager mon pessimisme pour ne pas être tout seul. Mais tout ça pour vous dire que moi, je suis pessimiste, mais je me bats pareil. Même écœuré, je le prends. Alors, si vous avez des questions à René. Si on va prendre les questions, je pense qu'il y a moyen de transformer ce pessimisme-là en un bon coup de pied au cul, puis de comprendre profondément ce qui se passe actuellement, qu'on est rendu moins de 50% de francophones, puis que l'histoire, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une continuité, et puis j'espère vraiment que notre génération saisisse ça. L'histoire s'incarne dans le présent, il faut la comprendre, et aussi pour comprendre l'avenir. Dans les présents, que ce soit au début du siècle, où, je ne sais pas, moi, les étudiants de McGill avaient occupé les locaux de l'Université de Montréal, parce qu'il y avait des étudiants de l'Université de Montréal qui s'étaient opposés à la conscription lors de la guerre des Boers, ou le fait que, oui, McGill, c'est une entreprise bourgeoise, qui à l'origine, pas à l'origine, mais disons, depuis la fin du 19e siècle, était bilingue. Et puis, il s'est anglicisé pour la simple et bonne raison que le bilinguisme ici, pour nous francophones, ça signifie l'anglicisation. Et que ça a été vrai en Nouvelle-Angleterre, ça a été vrai dans le reste du Canada, et c'est actuellement vrai à Montréal, où on est, et c'est ça, présentement, moins de 50%. Vas-y, toi. Là, je voulais juste le corriger, moi, il donnait des tapes sur la gueule après quand ça va être fini. Moi, je suis plus capable d'entendre le mot francophone. Le prochain qui l'utilise, là, je le plante. Non, mais parce que, c'est ça, le mot francophone, je suis sûr que ça, tu vois, ça s'est imposé dans nos cerveaux, mais je suis sûr que ça vient du bureau de la linguistique de Radio-Canada. Tu sais qu'à un moment donné, quand moi j'étais jeune, ma mère, elle disait trop les Canadiens. Nous, on était les Canadiens, les autres, c'était des estis blocs. Bon, nous, on était les vrais, les Canadiens. Après ça, ils nous ont volé, ils se sont appelés Canadiens. Donc là, si eux autres sont Canadiens, moi, je suis quoi? Donc, on s'est appelé des Canadiens français. Puis là, dans les années 60, quand le mouvement indépendantiste a repris, là, ce qui est arrivé, c'est le mot québécois qui s'est imposé. Nous, on est des Québécois. Mais dans les, je sais pas, dans les années 70-80 à Radio-Canada, pour pas employer le mot québécois, cinéma québécois, chanson québécoise, ça sonne mal. Alors ils ont dit francophone, la chanson francophone, le cinéma francophone. Mais t'es francophone par rapport à l'anglophone. Mais donc, on doit être le seul, tu vois, il s'est dit, nous, les francophones, on doit bien être le seul peuple au monde qui s'appelle suivant une catégorie de sondage sociologique. Non, mais c'est un peuple de tarés, un peuple de crétins. Tu sais, partout sur la terre, tu sais, que tu demandes à un Haïtien, tu dis, t'es quoi, toi? Il dit, je suis Haïtien. Il dit pas, je suis créolophone, si. Non, mais c'est tellement gros. Un Esquimau, tu dis, t'es quoi, toi? Il dit, je suis Inuit. Il dit pas, je suis esquimophone. D'où ça vient, ça? Pourquoi? Moi, je suis Québécois, point. Québécois tout seul. Puis les autres, le monde de partout, ceux qui veulent l'être, ils ont juste à le vouloir. Puis ceux qui veulent pas, qu'ils aillent chier. Mais moi, les francophones, je comprends pas ça. C'est pareil. Là, la Radio-Canada, ça, c'est des bâtards. Ça, c'est... L'autre jour, il parlait des Palestiniens. Il parle des Arabes israéliens. C'est des Palestiniens. Ils viennent de la Palestine. Ils sont chez eux. C'était des Palestiniens. Des Arabes israéliens. Ils sont sales, la Radio-Canada. Mais ça nous rend... Je le parle avec ça, mais
On a fini, c'est rentré dans nos cerveaux, les francophones, les Québécois francophones. Je trouve ça tellement niaiseux. Mais tu vois, des fois, je pense qu'on a le monopole de l'insignifiance à la planète, c'est les Québécois. Ça, j'ai fait le graton parce que... Mais je me suis aperçu, mais c'était pareil en Algérie à l'époque. Les Algériens, ils s'appelaient des Français musulmans. Français musulmans, ça. Alors nous autres, c'est pas pire, sous le régime anglais, on devait être des Français anglais. Mais là, on s'est amélioré, aujourd'hui, on est des francophones. J'espère que t'es pas sérieux quand tu me dis que tu vas me crisser le bat. Non, je la mériterais. On développe des manies de même, mais je suis pleinement conscient de tout ça. J'espère qu'on l'est tous. Et que ce sont nos ennemis qui nous ethnicisent. On nous accuse d'être ethnocentristes, mais c'est eux qui nous disent que vous êtes des Canadiens français ethnocentristes. C'est pas ça l'idée. On est une nation avec toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes de places, avec toutes sortes de couleurs, etc. C'est ça le but. Bon, puis ça, pour finir, cet événement-là s'inscrit un peu dans le 40e anniversaire de la manifestation McGill français qui visait à franciser McGill en 1969. Une masse étudiante qui disait « Nous, on francise McGill », parce que c'est des gens qui venaient des cégeps, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de nouveaux étudiants francophones. Bon, finalement, il y a eu la création de l'UQAM, mais de nos jours, encore aujourd'hui, McGill, on ne contrôle pas entièrement nos institutions. La reconfiguration institutionnelle de la loi 101 a été un fiasco. Et puis McGill est en train, encore une fois, de nous fourrer à la planche. Maintenant, on va prendre les questions. Oui, allez-y, monsieur. Commentaire avant, ce que tu as dit au début au sujet qu'il se nommait, il était au gouvernement, puis il séparait toutes les choses. Dernièrement, j'ai écouté un film qui a été fait d'un temps par Carole Politin, L'emploi du temps, puis Yves Michaud, là-dedans, c'est ce qui explique, ça n'a pas changé. C'est ça qui est écrit, c'est que ça n'a pas changé. Il dit je te nomme à mon conseil d'administration, tu me votes mon salaire, je te nomme à mon conseil d'administration, tu me votes ton salaire. C'est ça, on est toujours dans la même piscine. Ce film-là, il parlait aussi des filles du Bel, qui parlait tous les jobs que Lucien Bouchard il les a vendus à Monty, tout ça. Moi, je suis allé au CN dans ce temps-là, on t'a pris là-dedans les droits syndicaux qui soient transférés, qui ont été vendus. Tout ça, je suis au courant là-dessus. Puis là, je voudrais ouvrir une parenthèse, Michael Savia, c'était le bras droit de Paul Tellier dans ce temps-là. Puis lui, Paul Tellier, c'était le mandarin de Pierre-Éliott Trudeau pour combattre la souveraineté, puis bien sûr, les francophones, les Québécois, tout ça, le fait français au Québec. Puis là, c'est très grave ce qui se passe. Mettre Michael Savia en charge de la caisse de dépôt, que Charest impose ça, probablement avec des magasins en arrière, tout ça. Puis qu'il n'y a pas une révolution ici. Mais donc j'ai raison d'être enragé. Je ne sais pas, là, des fois je suis seul avec ma blonde, je dis on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer cette situation-là. Par où je commence, qu'est-ce que je fais? Le simple citoyen. C'est sûr que je suis présente là, mais ils m'ont dit qu'il manque du Parti québécois, tu as déjà fait ça. Moi, je suis rien. Moi, je suis Daniel Boiteau. C'est occupé de syndicats. Mais c'est très grave. Là, on est en train de tout lui donner. Parce que la caisse de dépôt qui a été formée par l'ISO, toute son équipe, c'est ça notre outil. C'est ça qui veut faire peur. C'est ça qui est notre force. Si on se sépare demain matin, on n'a pas la caisse de dépôt, on y est fait. René, il y a une bonne réponse à ça, non? Il me semble que tu m'as raconté ça à la rue. Mais c'est que pour lui, le combat national n'est pas séparer le combat national du combat social. C'est les mêmes forces, c'est l'espèce de bourgeoisie canadienne qui veut la destruction de tout ce qu'on a construit comme peuple. Puis c'est la même gang, hein? Il y a une formule pour ça, là. Ça fait des années qu'on présente le problème au Québec, c'est le fédéralisme. Mais là, il faut peut-être se rendre compte que le problème, c'est pas juste le fédéralisme, c'est les fédéralistes. Ce pouvoir-là, parce que toute la gang du camp du non, c'est la même gang qui contrôle McGill, c'est la même gang qui nomme les chefs du Parti libéral.
Fait que donc, en même temps, je pense qu'il n'y a aucune lutte nationale qui s'est faite sans qu'il y ait aussi une espèce de guerre civile. Parce que ces gens-là qui nous vendent, qui marchent avec la bourgeoisie canadienne, ça c'est nouveau peut-être dans notre discours politique. Si on développe ça au Journal Le Québécois, essayer de montrer que c'est pas juste on se présente en élection puis on tient pas compte des pouvoirs qui sont devant nous. Là. Hein? Je sais pas si je réponds. Bon, pour répondre à votre question, il y a une chose. Nous autres, là, depuis 1970, depuis le Parti québécois est là, nous, l'indépendance, pour nous, c'est juste une opinion. C'est-à-dire, à tous les 4 ans, on exprime notre opinion. Puis pendant ce temps-là, on demande au Parti québécois de nous représenter, mais nous, on ne fait rien pendant ce temps-là. Regardez, je ne sais pas, il y a peut-être 100 000 membres au Parti québécois, mais le nombre de militants, c'est peut-être maximum 1000 militants. C'est les exécutifs de comté. Les autres, ils vont une fois par année. Mais si au lieu d'avoir 100 000 membres, il y avait 100 000 militants, c'est-à-dire des gens là, qui organisent partout là, dans leur ville, dans leur comté, je veux dire des assemblées de citoyens, puis qu'ils s'en prennent au pouvoir, puis ils font la vie dure au régime libéral, puis ils ne laissent rien passer. Mais 100 000 militants, là, l'indépendance, ça ne va pas prendre 25 ans. Ça se fait en 3 mois. L'indépendance, on peut la faire en 3 mois si on décide vraiment de mobiliser le peuple québécois. L'indépendance, dans le fond, c'est une révolution. Ah, il y a une question là-bas, là. Mademoiselle. Oui, il y avait un monsieur. Ah, ok, monsieur, d'accord. Par rapport à ce que Pierre disait tantôt, les francophones nous désignaient, d'autres les Québécois. Dans le fond, être Québécois, c'est automatiquement être francophone. Les Québécois qui adhèrent à la culture francophone. Là, quand Harper reconnaît la nation québécoise, il ne reconnaît pas la nation québécoise ceux qui parlent français, puis les anglophones, puis les hispanophones, il reconnaît les francophones du Québec. C'est ça quand il dit la nation québécoise. Les anglophones du Québec ne font pas partie de la nation québécoise, ils font partie de la nation canadienne anglophone sur le territoire du Québec. C'est ça la vision, c'est ça la réalité. Si tu fais l'indépendance, les Québécois, ce sont ceux qui veulent adhérer avec le peuple et devenir francophones, parce que c'est ça qu'on est, un peuple francophone. On est les Québécois. Puis en ce qui concerne la paix de dépôt de placement, on se demandait pourquoi il n'y a pas rien qui a été fait. En fait, il y a eu une petite manifestation qui a été faite samedi passé devant la caisse de dépôt de placement à laquelle j'ai participé, qui a été initiée par M. Bertrand Lefebvre, c'est un ancien candidat du Bloc, je crois. On n'était pas nombreux, mais ce n'était que le début au moins on était là. On a passé des tracts, on n'a pas passé sur les médias, mais moi je considère que la lutte c'est un média et il doit être utilisé. Le PQ, le Parti libéral, l'ADQ n'utilise jamais la lutte comme média. Le mouvement indépendantiste doit l'utiliser parce que c'est extrêmement puissant. Et 20 la première fois, 50, 200, le jour où, comme vous dit monsieur en avant, où on sera 100 000, 200 000, le jour où on déclarera l'indépendance, comme dans tous les pays où il y a eu l'indépendance en Europe, il y avait 200, 300, 400 000 personnes devant le Parlement qui appuyaient le gouvernement jusqu'à temps que l'armée dise « Bon, d'accord, c'est ça que le peuple veut, on se rende de ce côté-là. » C'est un long chemin, mais il faut commencer à faire. Puis il faut le faire, que même si c'est une petite manifestation, même si on est juste quelques dizaines, on sait que derrière nous, un jour, il va y avoir des centaines de milliers de personnes. C'est ça la vision qu'il faut avoir en vrai indépendantiste. Puis il faut s'unir entre les groupes indépendantistes, les jeunes patriotes, le réseau de résistance, les militants du parti indépendantiste. Ponctuellement, quand il y a un geste qui est posé par un de ces groupes-là, il faut se regrouper avec abstraction faite des petites différences qu'on a là. On est tous des groupes réellement indépendantistes. C'est sur le front indépendantiste ponctuellement on va s'unir. Un jour, on se réunit ici dans la réalisation de l'indépendance. Voilà. Alors, je sais pas, Pierre, tu distribues les questions, là? C'est qui, là? Non, il y a un monsieur ici pour l'engueuler. D'accord. OK. Mon nom, c'est Laurent Desbois. Je voudrais ramener un petit peu à l'ordre du jour, peut-être malgré que je partage bien vos frustrations. On a dit que l'UQAM n'est pas impliqué là-dedans, c'est pire que ça, ils le sont, mais il n'y a pas de ham. Vous savez, il manque des médecins parce que, comme tu as dit, 50% des étudiants de McGill quittent pas juste en médecine. Ça, c'est la première année. Oui, parce que ça coûte pas cher. Mais puisqu'il manque des médecins, on a formé avec l'Université du Québec à Trois-Rivières 40 jeunes médecins par année, depuis quelques années.
L'Université du Québec à Chicoutimi, on en forme 30 à partir de la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Et McGill, ce qu'ils ont demandé, il ne faut pas l'oublier, c'est que McGill, ce qu'ils veulent, c'est à partir de l'Université du Québec en Outaouais, ils veulent former 30 médecins par année en francophone. Peut-être, ou en anglophone, je ne sais pas. Mais c'est une demande, ça fait toute partie de mouvement-là. Et deuxièmement, il faut aller voir à l'extérieur, comme disait mon ami Pierre, on entend souvent parler de la seule hôpital francophone à l'ouest de l'Outaouais. Ça s'appelle l'hôpital Montfort à Ottawa. Le Québec, non seulement on leur paye des médecins par le biais de McGill, on leur paye des ingénieurs qui sortent d'autres patentes aussi, mais ça c'est autre chose. Le Québec a un livre avec l'Outaouais ontarien anglophone pour envoyer nos patients à Ottawa. On paye ça, et tout. Christ, on est riche, comme dirait Pierre. Et ça, je suppose que McGill, à partir de l'Université du Québec en Outaouais, je pense des médecins qui viennent d'Ontario, qu'on va payer pour, qui vont retourner à Ottawa par la suite, qu'on va repayer pour les faire vivre. En tout cas, tu n'as pas tout à fait raison. Peut-être que l'UQAM n'est pas mêlé dedans, mais l'Université du Québec a une... Non, mais comparé... Excusez. Non, je veux dire, ce qui serait génial, là, parce que c'est ça la revendication, on fait partie d'une coalition avec la Société de Saint-Jean-Baptiste. La revendication, c'est à Montréal qu'on soit un seul méga-CHU francophone. Puis là, bon, McGill enverra ses étudiants dans ce méga-CHU francophone partagé avec le CHUM. Par contre, moi, je pense que ça serait tout à fait pertinent que l'UQAM va mettre sur pied une faculté de médecine pour le quota de médecins qui est envoyé à McGill, qui soit donné à l'UQAM, puis là, on va être sûr que le Québec va être bien servi. Ça va rester au Québec, puis ça va servir le Québec. Puis ça devrait être une revendication, je veux dire, du milieu uqamien, parce qu'il n'y a aucune raison que l'UQAM n'ait pas de faculté de médecine, puis que ce soit McGill, parce qu'ils sont déjà installés, ils sont déjà en place, qu'ils continuent ce qu'ils faisaient. Ils sont en pleine expansion, comme vous dites, là. C'est ça. Puis ça, c'est juste le début, parce que là, ils vont couvrir le nord du Québec, les Inuits et tout. Fait qu'ils sont déjà, ils veulent desservir un bassin de population qui est à peu près 10 fois plus grand que la population anglophone montréalaise. Alors, donc, on sait, écoutez, ils colonisent, je veux dire, ils sont en pleine expansion galopante. Là, puis c'est sûr que, ok, mademoiselle, ça fait longtemps qu'elle lève la main. Là, c'est par rapport aux choses, mais c'est quoi, est-ce que ça profite, qui veut ça, et pourquoi c'est quoi leurs enfants? Ils veulent juste répondre à un québécois ou c'est... Ben, écoutez, je veux dire, bon, ces institutions-là, je veux dire, ça fait... je veux dire, c'est dans leur nature là, de prendre l'expansion puis de développer des projets. Puis bon, c'est sûr qu'à la base, il y a une naïveté qu'on peut croire. C'est-à-dire que McGill, tu parles avec des gens de McGill, ils sont convaincus qu'ils sont intégrés au Québec, qu'ils font ça pour le bien du Québec, que c'est une bonne chose pour le Québec. Puis le discours, c'est que c'est une des 10 meilleures universités au monde, puis ce sont les ambassadeurs du Québec à l'extérieur. Il y a tout un discours qui va avec ça, là, tu sais. Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas de snobisme là-dedans. Je veux dire, c'est une vision. Non, eux, c'est pas snobisme de McGill, une des 10 meilleures universités au monde. Ah non, eux, ils se prétendent une des 10 meilleures universités au monde. Bon, ben, si on répond à cette question-là, moi, j'habite à la Mauricie. Puis moi, il serait la meilleure université au monde, mais vraiment la meilleure. Ça me donne quoi à moi? Ça donne quoi aux gens en Mauricie? En Gaspésie, là, c'est que si tu habites Saint-Anne-des-Monts, il faut que tu ailles accoucher à Matane, puis ça prend 1h30 d'ambulance. Fait que t'es mieux, tes contractions soient très espacées si tu accouches à Saint-Anne-des-Monts. Fait qu'il n'y a aucun étudiant de McGill qui est à Saint-Anne-des-Monts et qui dit « Moi, je suis la meilleure université au monde, puis on va vous régler votre problème, madame. On va vous fournir un hôpital, puis vous n'aurez plus besoin de prendre l'ambulance. » Fait que la meilleure université au monde, là, elle nous donne quoi? C'est ça une institution coloniale. Ça, je comprends vraiment, mais ce que je me demande, c'est quand je vais expliquer ça à des élèves de fun qui vont m'ostiner, je veux savoir pour répondre. Oui, oui. Bon, Maxime veut répondre. Ouais. Ça, je connais un peu le dossier, je suis dans le dossier, puis un exemple, là, parmi tant d'autres, là, McGill, la faculté de médecine de McGill a refusé de partager des compétences avec l'hôpital Sainte-Justine, des compétences en pédiatrie. Donc, il y a un esprit de clocher là-dedans, il n'y a aucun doute. Puis
Puis quand ils disent nous on a accès au monde, on parle en anglais, et c'est sans doute la raison pour laquelle on est une des plus grandes universités au monde. Imaginez le potentiel, comme ça se fait dans la plupart des grandes villes occidentales, d'avoir un seul méga hôpital universitaire qui combine, qui intègre, qui sont en français, et qui combine les compétences, la technologie, la recherche de deux grandes universités qui sont l'Université de Montréal et McGill. Mais non, hein? Mais non. Créons deux stades olympiques, un pour les Anglos puis un pour les Franco. C'est ça. Allez-y, monsieur. Oui, écoutez, moi, justement, vous m'amenez à parler de la langue. Actuellement, c'est plus la loi 101 qui nous régit, c'est plus la langue officielle, c'est le bilinguisme. Vous avez seulement qu'à aller dans le métro, ici, là, Berry-UQAM, là, à cause des Jeux olympiques, là, c'est en français et en anglais intégral. Même chose, là. Alors, c'est le bilinguisme. C'est le même bilinguisme qui est après avoir le Nouveau-Brunswick qui va nous avoir. L'idée, je te dis, c'est un peu naïf de dire pourquoi McGill, parce que c'est la suprématie des Anglais, puis ils veulent notre disparition. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ça la langue. Pourquoi un pays sans notre langue? Je sais répondre à l'ardeux, mais moi, en tout cas, moi, je suis n'importe qui, mais j'essaie d'avoir des idées. Mais il reste que Jean Dorion, à la rencontre ici, en hommage à Camille Lorrain, a dit quelque chose d'assez génial. C'est sûr que normalement, il ne faudrait pas présumer la mauvaise foi des gens, mais il reste que historiquement, ces gens-là ont simplement évité la population canadienne-française à Montréal et ont construit deux sociétés, comme dit celui qui a écrit récemment Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton. Le bilinguisme d'État, ça n'existe pas. Une personne a une langue maternelle. Le bilinguisme, au mieux, ça égale des ghettos. Alors moi, je ne vais pas l'engueuler, je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a quelque chose de... La loi 101, il y a quelque chose de schizophrénique dans ça, où les Québécois, ils ont pensé que c'était réglé, alors qu'il n'y a rien de réglé, puis au cours des années, il y en est parti de toutes sortes de morceaux, puis là, le PQ non plus parle jamais de ça, puis, mais... Tu sais, ça prend pas... T'as pas besoin d'un doctorat en sciences politiques. Tu te promènes sur la rue, tu le vois, tu l'écoutes, ça se sent. Pas besoin de faire des études à n'en plus finir. Mais moi aussi, tu sais, c'est ça, pour la moindre job-in de lavage de vaisselle, de nettoyeur de fond de toilette, il faut que tu sois bilingue, tu sais. Alors, toute l'affaire sur le français, langue de travail, c'est toute de la bullshit. On s'est raconté des peurs pendant des années. J'aurais éliminé complètement la loi 101 et dans le... Je suis d'accord avec la télévision des Canadiens français, les bourgeois canadiens français, pour avoir mis la situation où nous sommes actuellement. Exemple, M. Lévesque, parce que la première affaire qu'il a fait, je remercie les Anglais du monde. Il a pris Dawson, qui était sur la rue Piché, il a mis pareil jusqu'à la les plus belles édifices religieuses de Montréal, avec 50 millions. Merci beaucoup de votre temps. Vous ne croyez pas qu'on devrait probablement changer de stratégie, commencer à accuser les autres d'avoir fait Et l'autre, ben, tu vois, tantôt, quand tu demandais à qui ça profite, tout ça, tu sais, des fois, c'est drôle, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui fait comme des analyses de classe, ça n'existe plus, c'est comme si c'était plus là. T'sais. Alors que, là aussi, tantôt, quand je dis où sont les chercheurs, on est dans quoi, alors que dans les années 60, tu avais des gars comme Marcel Rioux, en sociologie, qui amenaient des idées comme la classe ethnique ou la... Bon, à un moment donné, quand tu regardes l'histoire du Québec, tu as toute la bourgeoisie canadienne-française, qui est comme une fraction de la bourgeoisie canadienne, qui, elle a toujours profité de ce système-là, depuis le début, tu sais, puis ça aussi, tantôt, quand je disais que dans tous les pays du monde, ça marche pareil. Le
le conquérant, tu sais, il fait ses Autochtones, il les pend, il les met en prison, il les tue, il les viole. Puis en même temps, d'autre part, l'autre bord, c'est pas des caves, hein, ils font de la politique. Ils achètent du monde, ils s'engagent des rois nègres, ils prennent des Québécois, puis ils leur donnent des jobs, et puis ils les nomment boss de ceci, puis boss de cela. Puis nous autres, comme les Québécois, on est des fois des nationalistes pieds. On vote avec nos pieds, câlisse. Non, mais c'est vrai, des fois, là, à l'époque, quand Pierre-Éliott Trudeau était là, il y avait des analystes politiques qui disaient « Ah, les Québécois, c'est des Normands, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, ils votent pour l'évêque à Québec, et pour Trudeau là-bas. » Non! Les Québécois, c'est des caves, ils sont nationaleux jusqu'au bout des doigts. Ils votent pour Trudeau parce que c'est un Québécois. Ils ne sont pas pour voter pour la petite blonde, ils votent pour le Québécois qui est faux à l'os. Mais ça, tu as toute une classe au Québec, la bourgeoisie qui a vécu, elle, de sa job d'entremetteuse. Il était entre les conquérants et le peuple. Puis, ils ont fait du cash. Toutes les maisons d'Outremont, de Westmount, ça a tout été construit avec ça. C'est la fraction de la... Puis même des gars, tantôt tu as parlé de René Lévesque, même des gens comme Parizeau. Moi, je suis un grand admirateur de Parizeau. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes d'État au Québec. Mais même un gars comme Parizeau, à un moment donné, quand il a créé Québec Inc., quand ils ont développé des bourgeois canadiens, des bourgeois québécois, mais aujourd'hui, aussitôt que ces gens-là ont eu de l'argent, ils ont tous changé d'idée, ils sont tous fédéraux à l'os, sauf quelques-uns, comme le gars des caisses populaires, là. Hein? Claude Bélan, mais tout le reste, c'est même Parizeau, à un moment donné, qui a essayé d'aider Paul Desmarais à se développer. Paul Desmarais, il est allé chier sur le perron de Parizeau par après. T'sais. Donc, tu as toute une classe sociale qui profite de ça. Puis comme Jean Charest, il profite de sa situation. Puis ces gens-là, ils font la sale job de démanteler l'État québécois, puis démanteler la caisse de dépôt, puis démanteler tout ce qu'on a fait. Ils font leur bacon là-dessus. C'est-à-dire 2 chumes. S'il fallait 3 chumes, ils en mettraient 3. Ils profitent de ça. Puis c'est les... Bon, c'est ça. Donc, j'ai mal répondu à ta question, hein, mais c'est ça. Mais des fois, c'est ça, la bourgeoisie, c'est ça, c'est même pas une bourgeoisie québécoise, c'est une bourgeoisie, une fraction de la bourgeoisie canadienne. Mais ils parlent français. Mais sont probablement nos pires ennemis. On a madame toujours leur donner toutes nos avoirs dans leurs mains, et dit, OK, là maintenant, vous nous défendez, mais ça s'avère que ces gens-là travaillent. Son père qui s'engage à soi en arrière-plan, il sourit. Ben oui, d'accord. Bon, chère madame. Oui, quand on a les référendums, pourquoi les Québécois votent non? Moi, je suis sourd parce que je suis vieux. Pourquoi ils votent non? Quand il y a eu le référendum de 95, pourquoi les Québécois votent non? Juste une affaire, on n'a jamais voté non. Les Québécois, au dernier référendum, ils ont voté oui à 60%. Tu sais, quand je dis ça, je me suis jamais fait ramasser encore. Je pourrais me faire traiter de raciste, mais... Pourquoi 80%? 60%, c'est passé pour renverser. Mais 60%, c'est la majorité. Juste, regarde, tu vois, moi, j'ai déjà fait une conférence à l'école, à Normale Sup à Paris, l'école normale supérieure où a étudié Sartre, Camus, Aron, tout ça. Moi, je donnais une conférence là. J'aurais pas pu étudier là, je n'étais pas assez intelligent, mais donner une conférence, ça allait. Puis j'avais donné une conférence après le référendum de 80. Puis à Normale Sup, il y a des gens de partout sur la terre, puis tous des petits vides bien brillants. Alors, ils m'ont demandé d'expliquer le résultat du référendum de 80.
Alors, le référendum de 80, officiellement, on avait perdu, c'était 60% non, 40% oui. Alors, là, nos ennemis nous ont matraqué ça sur la tête. Et, vous avez perdu 60, 40, vous avez perdu, on vous a battu. Puis nous autres, on a intégré la pensée de nos ennemis. On dit, on s'est fait battre. Mais quand j'expliquais à ces jeunes-là, tu dis, bon, voici le Québec, une minorité d'anglophones de 7, 8, 10%, puis tu as une dizaine de % d'immigrants. En gros, sans trop se tromper, on part toujours avec moins 20% dans le trou. Moins 20%. Fait que, j'expliquais à ces jeunes-là, ce qui fait que, si tu enlèves le 20%, les Québécois, ils se sont divisés en deux, 50-50. Donc, c'était pas une défaite. Il y a toujours mon chum Simard, Francis Simard, un des gars qui a fait la crise d'octobre 70, lui, il dit toujours 50 pour, des millions de monde qui ont voté pour. Lui, il dit, Chris, quand on a commencé, on était 2 dans l'aérienne sur toute la rive sud, puis l'autre gars, il est mort, il reste plus juste moi. Puis là, on est 5. Il y a 50% du monde qui sont pour. C'est pas décourageant, mais on s'est là, pendant une vingtaine, pendant 15 ans, jusqu'au 2e référendum, là, on a vécu sur notre défaite. Puis là, il a suffi d'un homme, Parizeau, qui a dit, là, on y va. Puis les autres, au PQ, ont dit, hein? Mais comment ça, on y va? Hein? Il a dit, oui, on y va! Puis on y est allé. Là, on a tapé 60-40. Moi, je me rappelle le soir du référendum, il m'avait invité au Canal 10 à commenter les résultats. Puis ça a fini tellement tard qu'ils m'ont jamais rien demandé de commenter. Puis moi, j'ai passé la soirée à côté de Claude Ryan, le vieux chien. J'ai vécu le référendum à côté de Claude Ryan, ce qui est laid. Je me rappelle, à la soirée, Parizeau avait fait son discours. Là, les journalistes ont voyé, ils ont dit, qu'est-ce que pensez-vous du discours de Parizeau? Mais c'est un discours fantastique. Moi, j'avais retenu, je n'ai pas les mêmes affaires qu'eux autres. Moi, j'avais retenu, le bout qui m'avait frappé, moi, c'était, on se crache dans les mains, puis on recommence. Moi, c'est juste ce bout-là. Puis le reste, la défaite, là, je me disais, quelle magnifique victoire! On les a par la poche! On les a par la poche! Il y a juste assez de corde pour se pendre! Puis ce qui est arrivé, c'est que les journalistes ont monté l'affaire de le vote ethnique, les votes ethniques et l'argent. Moi, je me suis dit, mais c'est le réel. Ils parlent du réel. Ça vous dérange, le réel, vous? Vous n'aimez pas ça, le réel? Moi, je l'ai toujours défendu. Donc, ce soir-là, on avait une magnifique victoire. OK, faisons de la politique fiction, même si je n'aime pas ça. Si Parizeau n'avait pas démissionné dans les jours qui ont suivi, qu'est-ce qu'il avait dit? OK, on reconnaît le résultat du vote. Maintenant, messieurs, à Ottawa, la balle est dans votre camp. Mettez vos propositions sur la table. L'année prochaine, on se réunit. Ah, tabarnak! Il a été fait, l'autre bord, hein? Tout ce qu'ils ont à donner, tout ce qu'ils ont donné par après, c'est des casquettes, des balles de golf, des foulards, des ballons, puis des cartes de Noël, puis des... Rien! Ils n'ont rien à nous offrir. Ils n'ont jamais rien. Puis ça aussi, on a vécu ça comme une défaite. Puis t'as le petit bordard avec les 2 pieds dans la même bottine, là, il y a juste une bottine d'ailleurs. C'est que lui, on a perdu. Il attendait les conditions gagnantes. Ça vient d'où? Comme des caves, c'est bon. Là, on vit encore là-dessus. On vit sur notre défaite. Il n'y avait pas de défaite. Puis
des fois, en politique, il y a des défaites qui sont des victoires. Ça, tu fais le moindrement de l'histoire, si tu l'apprends, c'est pas bien compliqué. Tu sais, en Algérie, la guerre d'indépendance, le FLN, il est battu à plate couture par l'armée française. Ils sont battus, puis ils font l'indépendance pareil. C'est une défaite transformée en victoire. L'insurrection de Pâques en Irlande, c'est une défaite totale. Les Irlandais, ils mangent la claque. Ils se font tuer, ils se font fusiller. Ça s'était foiré. 3-4 ans plus tard, bang! La lutte repart, puis ils font l'indépendance. Les victoires et les défaites, c'est dans la tête. Mais nous, on écoute toujours ce que dit André Pratt. Et bon, on lit ça, puis Radio-Canada reprend ça, puis tout le monde reprend ça. Puis les Québécois, on s'est dit. Tu sais, on a voté oui à 60%. Mais il y a des problèmes dans notre gang de tous les bâtards de Québec, les bâtards de la Beauce, à qui il va falloir régler le compte un jour. Puis tu as aussi tout le 20% qui vote contre. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Tu sais, moi, des fois, je me suis retrouvé dans des soirées là, avec des gens, des partitionnistes, qui étaient par hasard des gens du B'nai et du Congrès juif canadien. Moi, des fois, quand je parle avec eux autres, je dis, moi, là, moi, je n'ai rien à foutre que tu aies un petit peu plus de peau sur la graine que moi, c'est pas ça le problème. Moi, ce que je parle pas, c'est ni votre origine ethnique, ni rien, c'est les positions politiques de votre communauté, câlisse. Tu sais, c'est anormal. Les Juifs, ils s'en sont donné un État. Pourquoi c'est pas bon pour nous autres? Tu sais, venez m'expliquer ça. Puis quand tu leur dis, si vous étiez pas trop tard, tu sais, vous avez toujours peur. Hein, on va passer pour le beau émissaire. Regarde le tata. Si vous mettiez vos œufs dans 2 paniers, hein, d'un coup qu'on gagne, de l'envoi la foi, si, ça vous est jamais venu à l'idée? Et pourquoi vous ne voulez pas jaser avec nous autres? Vous avez peur? Tu sais, des fois, c'est... Moi, là, je tête personne. Mais on peut se parler. Puis se parler au-delà de la gentillesse que les intérêts. De dire, vos communautés, tu sais, on va gagner. Et tout ce bien d'avoir quelques-uns de notre part, on va gagner. À votre place, je ferai attention. C'est comme ça que en Algérie, ils ont marché. Le FLN, il y a avoir chaque communauté, il dit, bon, là, des Espagnols, vous êtes de quel bord? Faites ça vite. Faites votre pigosse. Ils sont allés voir les Maltais. Vous êtes à qui, vous autres, avec les Français ou les Algériens? Grouillez-vous. Nous autres, ici, on se met à genoux, on va danser des danses grecques le dimanche matin. On mange des souvlaki. Calvaire. Moi, je danse pas de bouzouki. Oui, là, c'est... Oui, là, je pense que le micro va fermer automatiquement dans quelques temps. Mais là, On a 30 secondes pour expliquer que le 28 mars prochain, au 12-12 rue Panet, c'est le 40e anniversaire de la manifestation McGill français. Le réseau de résistance du Québécois fait une soirée à 19h, donc à 7h du soir. Alors donc, ceux qui ont passé des pamphlets au début de la soirée, tous ceux qui ont été sensibilisés, bon, la question de McGill français, je vous invite à venir, il va y avoir un surplus d'informations, un surcroît. Et il nous reste un autre 30 secondes qu'on donne à monsieur ici des Jeunesses patriotiques du Québec. En passant, je m'excuse pour avoir parlé fort, mais c'est ma personnalité! Je m'excuse, mais c'est comme ça! Donc, je suis pas comme toi. Oui, excusez-nous, on s'excuse pour couper ce cours. Il y a peut-être un cours à 2 heures qu'on m'informe, peut-être d'un chargé de cours. Donc, non, mais les chargés de cours font toujours les cours normalement. Ah, ok, d'accord. En fait, on voulait vous annoncer que le 11 avril, il y a à Saint-Eustache un rassemblement pour la sauvegarde de l'Église des Patriotes. Et puis, vous allez avoir à la sortie, on va vous distribuer
On va distribuer des liens. Et puis demain aussi, il y a M. Daniel Turp qui vient présenter Bunker le cirque. Donc il va y avoir aussi, je pense, est-ce que tu as des dépliants? Donc à 6h45 au NM 120. Donc c'est la série Bunker le cirque, c'est une série sur la polémique de l'univers politique. Donc c'est les épisodes 3 et 4, demain soir. Je vous remercie beaucoup d'être venus et puis à une prochaine fois. Alors merci à Pierre Falardeau et à René Boulanger pour cette merveilleuse conférence. Et puis, au plaisir.